Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin même, pour se plonger dans une époque qui a façonné notre monde bien plus qu'on ne l'imagine. Une époque où un petit village sur les rives du Tibre est devenu le centre d'un empire colossal, sans même avoir d'empereur. Vous l'aurez compris, on va parler de Rome. Mais pas de la Rome impériale, celle des Césars et des Colisées bondés. Non, on va s'intéresser à la période qui a précédé tout ça, la République romaine, avant que Jules César ne vienne la bousculer de fond en comble. Imaginez un instant un système politique incroyablement complexe, brillant par certains aspects, mais rongé de l'intérieur par ses propres succès, ses propres contradictions. C'est l'histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui, une fresque grandiose, pleine de personnages hauts en couleur, de débats passionnés, de guerres épiques et, hélas, de violence. Attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Pour comprendre la République, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Rome, à ses débuts, était une monarchie. 7 rois se sont succédés, le plus célèbre étant sans doute le tout premier, Romulus, dont la légende nous raconte qu'il a fondé la ville avec son frère Rémus, nourri par une louve. On est en moins 753 avant Jésus-Christ, selon la tradition. Ces rois n'étaient pas des monarques absolus comme on pourrait l'imaginer. Ils étaient élus, souvent pour leurs qualités militaires ou religieuses, et devaient composer avec une assemblée d'anciens, qu'on appelait déjà le Sénat. Mais l'histoire des rois se termine mal. Le dernier d'entre eux, Tarquin le Superbe, était, super arrogant, tyrannique et cruel. La goutte d'eau, si l'on peut dire, fut le viol d'une noble romaine, Lucrèce, par le fils de Tarquin. Cet acte ignoble a déclenché une révolte populaire menée par des figures comme Brutus, oui, un autre Brutus, pas celui qui trahira César des siècles plus tard, un ancêtre. En moins 509, les Romains chassent les Tarquins, jurent de ne plus jamais se soumettre à un roi, et fondent la astérisque res publica, la chose publique. La République est née. Et quelle naissance! Au début, c'est un système un peu bancal, dominé par une poignée de grandes familles, les patriciens. Ces aristocrates se considéraient comme les seuls dignes de diriger. Mais il y avait aussi la grande majorité des citoyens, les plébéiens, des artisans, des paysans, des petits marchands, qui, même s'il était libre, n'avaient quasiment aucun droit politique et souffraient d'une grande inégalité. La République romaine n'est pas une démocratie au sens athénien du terme, loin de là. C'est plutôt une oligarchie, où le pouvoir est entre les mains de quelques-uns. Mais la grande histoire des débuts de la République, c'est aussi l'histoire de la lutte des plébéiens pour obtenir plus de droits. C'est ce qu'on appelle la « conflit des ordres », et c'est passionnant. Imaginez des grèves générales, des menaces de quitter la ville, des revendications acharnées. Progressivement, les plébéiens obtiennent gain de cause. Ils ont leurs propres représentants, les célèbres tribuns de la plèbe, qui ont le pouvoir de s'opposer aux décisions du Sénat et des magistrats. C'est un pas immense. Ils accèdent peu à peu aux différentes magistratures, et même au consulat, la plus haute fonction. Parlons-en de ces institutions. Le cœur battant de la République, c'est un équilibre subtil, même si parfois tendu, entre différentes forces. Au sommet, il y a les consuls. 2 consuls, élus pour un an seulement, et toujours en duo, pour éviter qu'un seul homme ne concentre trop de pouvoir. Ce sont les chefs de l'État, les commandants en chef des armées, les présidents du Sénat. Leur pouvoir est immense, mais temporaire et partagé. C'est astucieux, non? Ensuite, il y a le Sénat. C'est le Conseil des Anciens, composé de 300, puis de 600, puis de 900 citoyens expérimentés, souvent d'anciens magistrats. Le Sénat n'a pas de pouvoir législatif direct au début, mais son autorité est colossale. C'est lui qui gère les finances, la politique étrangère, la guerre et la paix, et donne des avis qui ont force de loi tant ils sont respectés. C'est la sagesse collective, la mémoire de la République. Une sorte de gardien des traditions. Et enfin, il y a les assemblées du peuple. Elles sont plusieurs, organisées de différentes manières, certaines par tribus, d'autres par centuries, des groupes militaires. C'est là que les lois sont votées, que les magistrats sont élus. C'est la voix du peuple, en théorie du moins, car dans la pratique, les votes sont souvent influencés et le système favorise les plus riches. Tout ce parcours politique, du plus modeste magistrat au consul, s'appelle astérisque cursus honorum, la carrière des honneurs. C'est une voie très codifiée, avec des âges minimums pour chaque poste, des intervalles de temps entre chaque magistrature. L'idée est d'acquérir de l'expérience, de servir l'État, d'apprendre l'humilité et le sens du service civique. Les ambitions personnelles sont censées s'effacer devant l'intérêt général de la astérisque res publica astérisque.
Pendant plusieurs siècles, ce système fonctionne remarquablement bien. Rome, d'une petite cité-État, va conquérir l'Italie entière. Les légions romaines, cette machine de guerre formidable, soumettent les Étrusques, les Samnites, les Gaulois du Nord. Chaque guerre est un apprentissage, une consolidation de son pouvoir. Rome offre la citoyenneté à certains des vaincus, signe des traités avec d'autres, créant un réseau d'alliances et de dépendances qui la rend de plus en plus puissante. Et puis, arrive l'épreuve du feu, le défi le plus grand que la République n'ait jamais connu, les guerres puniques. Carthage, cette puissante cité maritime, située sur l'actuelle Tunisie, est la rivale de Rome pour le contrôle de la Méditerranée. 3 guerres terribles, qui s'étalent sur plus d'un siècle. Imaginez Hannibal, avec ses éléphants traversant les Alpes, menaçant Rome elle-même. C'est une épopée, un traumatisme aussi. Mais Rome tient bon, se relève de ses défaites, invente la tactique navale, et finit par vaincre Carthage, rasant la ville en -146. Ces guerres ont un impact colossal. Rome devient la maîtresse incontestée de la Méditerranée. Elle acquiert des provinces lointaines, la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, l'Afrique. La richesse afflue, mais aussi les esclaves en masse. C'est le début d'une transformation profonde de la société romaine. Cette expansion territoriale et la richesse qu'elle engendre vont paradoxalement commencer à fissurer les fondations de la République. Le modèle basé sur des citoyens soldats propriétaires de leurs terres ne tient plus. Les longues campagnes militaires éloignent les paysans de leurs fermes, qui finissent par être rachetés à bas prix par de riches propriétaires fonciers. Ceci crée d'immenses astérisques latifundia, des domaines agricoles exploités par des esclaves, rendant la petite paysannerie de plus en plus précaire. La ville de Rome explose démographiquement, attirant une foule de citoyens sans terre, sans emploi, et donc sans réel poids politique. La plèbe urbaine devient une masse manipulable par des politiciens ambitieux, à coups de distribution de blé et de jeux du cirque. Le sens du service public, la astérisque virtus astérisque civique, commence à s'étioler au profit de l'ambition personnelle et de la course aux richesses. C'est dans ce contexte que la République entre dans sa période de crise la plus violente, qu'on appelle la fin de la République. On est au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Les institutions, conçues pour une cité-État, sont débordées par l'étendue de l'Empire. Les consuls, à la tête d'armées de plus en plus fidèles à leurs généraux qu'à l'État, détiennent un pouvoir militaire immense. Le Sénat, déchiré entre factions, peine à prendre des décisions cohérentes. La première étincelle de cette crise survient avec les frères Gracques, Tiberius et Caius, à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Tribuns de la plèbe, ils proposent des réformes agraires audacieuses pour redistribuer les terres aux citoyens les plus pauvres. Leurs intentions sont louables, mais leurs méthodes sont perçues comme révolutionnaires, voire dangereuses, par l'aristocratie conservatrice. Les Gracques sont assassinés, l'un après l'autre, lors d'émeutes politiques. C'est la première fois que la violence politique de masse, le meurtre d'hommes d'État en plein Rome, devient une solution aux différends politiques. Un tabou est brisé. Après les Gracques, c'est l'escalade. Des généraux comme Marius, puis Sylla, profitent de cette instabilité pour s'emparer du pouvoir. Marius réforme l'armée en l'ouvrant aux citoyens les plus pauvres, créant des légions de soldats professionnels, fidèles non pas à la République mais à leur général qui leur assure une paye et des terres après leur service. C'est une révolution militaire, mais aussi politique, car elle donne un poids immense au commandant. Sylla, un aristocrate conservateur, prend le pouvoir par la force, marche sur Rome avec son armée, une chose impensable auparavant, et instaure une dictature pour restaurer l'ordre et la grandeur du Sénat. Il s'autoproclame dictateur, pas pour 6 mois comme c'était la coutume en cas de crise grave, mais pour une durée indéterminée. Il met en place des proscriptions, des listes de ses ennemis politiques à éliminer, leurs biens confisqués. Des milliers de citoyens romains sont exécutés. Le système républicain est piétiné, vidé de son sens. Même si Sylla finit par se retirer volontairement, il a montré la voie à d'autres ambitieux. Il a ouvert la boîte de Pandore. C'est dans ce monde-là que Jules César va grandir et faire ses premières armes. Un monde où les vieilles règles ne sont plus respectées, où l'argent achète les votes, où les armées privées font et défont les politiques, où la violence est devenue monnaie courante. La République, jadis symbole de vertu et de liberté face au roi, est devenue une marmite bouillonnante d'ambitions personnelles, de conflits sociaux et de guerres civiles latentes. Les dernières décennies avant César sont dominées par des figures gigantesques comme Pompée, le grand général qui a nettoyé la Méditerranée des pirates et vaincu Mithridate, ou Crassus, l'homme le plus riche de Rome. Ces hommes, et d'autres comme Cicéron,
le grand orateur qui défendait bec et ongles la République, essaie tant bien que mal de maintenir un semblant d'ordre dans ce chaos grandissant. Mais les jeux sont faits, le système est à bout de souffle. La République romaine, avant Jules César, c'est donc l'histoire d'une réussite éclatante qui, par ses propres succès, a engendré les germes de sa propre destruction. Elle a créé un empire que ses institutions n'étaient plus capables de gouverner. Elle a transformé des citoyens en soldats, des paysans en déracinés, et a vu l'intérêt collectif s'effacer devant les ambitions personnelles. Elle n'attendait plus qu'un homme capable de saisir les rênes, de bousculer les traditions et de réinventer les règles du jeu. Et cet homme, vous le savez, ce sera Jules César. Ce parcours que nous venons de faire, c'est l'histoire de la gestation d'une crise, le languissement d'un système vers sa fin inéluctable. Une fin qui n'est pas un échec total, car de ses cendres naîtra l'Empire, mais qui est la preuve que même les plus grands systèmes politiques peuvent succomber à leurs propres contradictions. J'espère que cette plongée dans les méandres de la République romaine vous aura passionné. C'est une période incroyablement riche en enseignements sur le pouvoir, l'ambition, la citoyenneté et les défis d'une société en mutation rapide. Et voilà, c'est tout pour cette semaine dans l'Historien du dimanche. Merci de votre écoute, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour, sans doute, aborder la vie et l'œuvre de celui qui a définitivement tourné la page de cette République, Jules César en personne. À très vite.